On va en rester là pour laisser tout le temps qu'il mérite à Jean-Louis Laville. Donc je vais vous laisser regagner le premier rang. Vous pourrez écouter Jean-Louis Laville. Alors Jean-Louis Laville, vous êtes donc professeur au Conservatoire national des arts et métiers. Vous travaillez depuis de nombreuses années sur le champ associatif et vous venez de diriger un ouvrage collectif avec Anne Salmon qui s'appelle « Association et action publique ». On est en plein dans le sujet. Alors, je ne vous ai pas demandé si vous préfériez parler d'ici ou vous asseoir tranquillement. Je vais vous laisser ma place. Et vous nous faites l'honneur d'accepter de conclure nos travaux avec votre contrepoint, votre écoute particulière et peut-être une mise en perspective. Merci beaucoup. Merci à vous, merci de m'avoir permis de participer à cette matinée. Donc en tant qu'intervention à la fois finale et apéritive, je vais être bref. Je vais juste essayer d'expliquer d'abord un peu pourquoi je suis là. D'abord parce que je crois qu'on est en train de constituer au CNAM, puisque comme ailleurs, comme partout, je dirais, on est en restructuration au CNAM, bien évidemment. Donc on essaye de constituer une équipe pédagogique nationale sur le champ de la santé, du médico-social et du social, avec des collègues dont certains, vous les connaissez très bien, comme Marcel Gégère. Et donc on s'intéresse particulièrement à ce champ, même si c'est à travers différentes entrées. Et si moi je le relie particulièrement à l'économie sociale et solidaire dont on n'a pas beaucoup parlé ce matin. Et il y a aussi, je crois, autre chose, c'est que effectivement depuis 30 ans, j'ai essayé de faire des recherches sur le monde associatif. Pourquoi ? Parce que je pense que la place des associations dans le monde est en train de changer fortement. Alors on l'a d'abord fait avec Renaud Saint-Saulieu pour essayer de comprendre ce qu'étaient les associations et en quoi elles étaient différentes des entreprises privées et des services publics. On l'a fait ensuite sur la gouvernance des associations, parce que quand on regardait tous les guides sur la gouvernance des associations, c'était tous les mêmes, c'est-à-dire que dans la première page, on dit « nous respectons particulièrement les valeurs spécifiques de l'association » et dès la deuxième page, on importe les outils de l'entreprise privée. Et donc je pense que c'est un peu ce problème auquel nous sommes confrontés aussi à partir des restructurations, à partir des regroupements. Et je vais essayer parce que c'est un peu le rôle du chercheur et puis qu'il faut un peu faire l'apéritif, c'est-à-dire de ne pas procurer de réponses rassurantes, mais plutôt de placer quelques questions dérangeantes. Parce que je crois que c'est étrange un peu le dialogue qu'il y a là ce matin. C'est étrange souvent sur ces sujets-là, parce que on a un discours qui nous dit effectivement il y a un peu des perturbations, mais ça finit par s'arranger, et puis on reprend le grossissement ou l'avancée suivant les gens qui parlent. Et puis on sent bien à travers des interventions à la tribune et dans la salle que derrière ce discours un peu lénifiant, il y a une violence qui sourd également dans ces processus. Et je crois que ce n'est pas anodin. Il faut voir, puisque le problème générateur, on nous l'a dit, c'est de nouvelles contraintes publiques, mais d'où viennent ces contraintes publiques ? Comment ça se fait que depuis quelques années, on est confronté à la multiplication et au renforcement de ces contraintes publiques ? Et là, je vais vous demander quelques instants. Je crois qu'on ne peut pas fonder une prospective si on n'a pas une rétrospective. Je vais la faire courte, mais je pense qu'il y a vraiment quand même à comprendre que nous sommes, et là ce n'est pas simplement le problème du secteur, et j'essaierai d'y revenir en conclusion, c'est le problème du monde dans lequel nous vivons. Et le secteur, il est dans un monde, comme le chercheur est dans le même monde que les acteurs. Et donc je crois qu'il faut essayer de comprendre quelle est la mutation à laquelle nous sommes confrontés, et je vais rappeler juste qu'il y a 3 temps qui me semblent constitutifs de la phase très difficile dans laquelle nous sommes aujourd'hui. La première phase, c'est celle de la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire de la déclaration de Philadelphie au niveau international, du Conseil national de la résistance en France. C'est-à-dire qu'après 1945, on a eu un nouveau consensus au niveau international qui se résume dans ces textes qui disent en gros « le développement économique ne vaut que s'il est au service du développement social ». Et donc ça a entraîné pendant 30 ans un développement des moyens qui ont été affectés au social,
reposant sur un développement économique par ailleurs et qui a permis une professionnalisation de tout un tas de secteurs, dont le secteur dont nous parlons aujourd'hui. Et puis, à partir des années 60-70, il y a eu un trouble sur ce mode de développement qui se voulait fondé sur un compromis entre le social et l'économique. Et on est arrivé à des questions nouvelles qui ont été posées en particulier à partir des années 70, c'est que peut-être le partage entre marché et État sur lequel on s'était accordé, c'était un partage qui laissait dans l'ombre un certain nombre de problèmes démocratiques. Problème de la compatibilité, on le sait bien aujourd'hui, entre le mode de croissance et les limites de la planète, mais aussi problème de déficit démocratique dans l'État social traditionnel et aussi dans les formes de services sociaux traditionnels dans lesquels, en fait, on demandait peu l'avis des usagers et on les considérait plutôt comme des assujettis. Donc, dans tout un ensemble de pays et de domaines, il y a eu une tentative d'ouvrir la porte à de nouvelles formes d'expression des usagers, à de nouvelles sensibilités, à de nouvelles conflictualités sociales qui montraient bien que l'on n'est pas simplement dans une conflictualité qui se réduise à la lutte des classes. Donc il y a eu une sorte d'effervescence démocratique dans les années 70 et à partir de cette effervescence démocratique, il y a eu aussi une nouvelle vague d'associations qui se sont déclaré dans le monde entier, puisque quand même l'un des phénomènes internationaux, c'est la montée dans tous les continents du monde associatif, sur lequel on pourrait revenir. Et donc, il y a eu tout ce mouvement qui correspondait finalement à une dénonciation des insuffisances démocratiques qu'il y avait à travers le développement socio-économique antérieur. Et tout ça a entraîné une réplique qui a été théorisée à partir des années 80 et qui a été regroupée dans un courant de pensée que l'on a appelé dans l'opinion publique très vite le néolibéralisme. Et quand on a relu les textes fondateurs du néolibéralisme pour l'ouvrage que l'on a fait avec Anne, on s'est rendu compte, à notre grande surprise, je dois le dire, que le projet du néolibéralisme n'est pas un projet économique, c'est un projet politique d'affaiblissement de l'État et des associations. Et c'est très clairement exprimé. Il s'agit en fait de reformater les associations comme le service public sur le mode de la concurrence généralisée. Et donc, vous voyez qu'on est dans un monde dans lequel on a une tension à la fois des associations qui ont essayé d'ouvrir de nouveaux chantiers démocratiques à partir des années 70 et une tentative aussi de reformatage de ces associations pour qu'elles participent à un processus de concurrence généralisée. Et donc, regroupement, restructuration, oui, mais ça peut aller dans deux sens qui sont complètement différents. Et je pense que ces deux sens, c'est aussi les deux sens qui se posent à nous en tant que société. C'est-à-dire soit les associations vont, par leur évolution, participer d'un mouvement d'uniformisation que nous vivons aussi bien au niveau local qu'au niveau international, soit au contraire les associations, par leur mode de regroupement, vont participer au renforcement de la diversité dans la société. Et je crois que l'une des difficultés, c'est que les regroupements peuvent emprunter ces deux chemins, mais que ces deux chemins, ils sont d'une certaine façon contradictoires. La première version, c'est effectivement la version dans laquelle, sous l'influence de ces contraintes de financement qui ont été très largement dues avec le consensus de Washington et avec toutes les politiques publiques qui en ont inféré au niveau national, qui ont été donc dans la réduction de l'intervention publique, mais aussi dans la réduction des moyens associatifs, on a une volonté, d'une certaine façon, de transformer l'association en un prestataire, certains diraient un sous-traitant du monde public, des services publics, pour faire que, effectivement, tout ce qui est de l'ordre du médico-social ou du social puisse s'articuler à la santé, mais puisse s'articuler à un coût moindre. Et donc là, on est dans une préoccupation dominante de réduction des coûts, voire une préoccupation exclusive de réduction des coûts, à travers le fait que l'on va
mettre en place de nouveaux outils de management, ce qu'on a appelé la nouvelle gestion publique, qui va être centrée sur l'efficacité et l'efficience des services et qui va donc entraîner ce que certains observateurs ont appelé le rabattement organisationnel. C'est-à-dire qu'une association, c'est toujours l'agencement difficile entre un projet et une organisation. Quand on est dans ce premier scénario, on est dans un scénario où ce qui compte avant tout, c'est l'organisation, et le projet, c'est quelques valeurs très floues que l'on agite dans un rituel annuel au mieux, mais qui ne comptent pas vraiment dans la réalité du fonctionnement. Et donc, on a véritablement des associations qui, à ce moment-là, sont confrontées très souvent, puisqu'on a parlé de culture, et vous avez rappelé tout à l'heure combien c'était important, que sont confrontés de plus en plus à des clivages culturels. C'est-à-dire, d'un côté, les gestionnaires qui de plus en plus sont venus de l'extérieur et ne connaissent pas véritablement les métiers associatifs, puisqu'ils sont venus en tant qu'experts de la gestion, et donc qui n'arrêtent pas de dire « Ah, ces gens-là, vraiment, ils ont du mal à comprendre, mais on va leur expliquer à nouveau et ils vont finir par comprendre la nécessité des évolutions modernes. » Et puis, les professionnels, parfois teintés de corporatisme, il faut aussi être clair, qui, eux, se raidissent sur la défense de leur métier en disant « Oui, mais ces gestionnaires, ils ne comprennent rien à ce qu'ils font et au lieu de nous aider, en fait, ils sont toujours à nous poser de nouvelles contraintes. » Donc ce qu'on voit dans de plus en plus d'associations, c'est en fait une rupture culturelle entre ce qui est du côté de la professionnalisation gestionnaire et ce qui est du côté de la défense des métiers, mais au-delà des métiers, de la mission institutionnelle également. Parce que quand on rabat tout sur l'organisation, effectivement, on a une difficulté à maintenir ce qui est de l'ordre de la mission institutionnelle. De la même façon, dans ce cadre-là, et ça a été rappelé tout à l'heure dans les interventions, il est très difficile que les associations restent innovantes, puisque ce qu'on leur demande, c'est de se conformer à un cahier des charges qui leur est fixé en externe. D'où une difficulté à être autre chose qu'un prestataire. Et donc, à partir de ce moment-là, finalement, on a un monde associatif qui, peu à peu, rentre dans le monde de la concurrence généralisée, comme il est aujourd'hui admis que ce monde serait un monde inéluctable et qu'on ne peut pas faire autrement, du moins par un certain nombre d'analystes. À ce moment-là, on se résout à aller dans ce sens-là, en soupirant, en souffrant, mais en considérant qu'il n'y a pas de moyen de faire autrement. Bien, s'il y a un moyen de faire autrement, et il y a une autre version qui peut amener les regroupements, qui peut amener les restructurations vers d'autres horizons. Et je crois qu'elles sont également en œuvre, ces manières de faire différentes, et qu'elles sont tout à fait importantes dans un certain nombre d'associations concrètes. C'est un peu ça qu'on a essayé de faire avec le livre, c'est de multiplier les exemples justement d'associations qui ne sont pas obligées d'aller dans le premier sens, mais qui justement mettent en place des façons concrètes d'aller dans une autre direction. Et cette autre direction, c'est, je crois, une direction qui admet qu'on ne s'en sortira pas par l'uniformisation, mais on ne s'en sortira pas non plus, comme dans la période d'expansion des Trente Glorieuses, uniquement par le marché et l'État. Il faut ajouter un troisième pôle aujourd'hui, qui est celui des associations, qui est celui de la société civile, mais un pôle qui ne soit pas un sous-traitant d'un des deux autres, qui soit un pôle véritablement légitime dans son fonctionnement original. Et ça, je crois que ça suppose un certain nombre de points de vigilance, pour reprendre les termes que vous aviez employés tout à l'heure. Point de vigilance d'abord sur le fait que c'est quoi ces foutues valeurs dont on parle tout le temps ? Je pense qu'on ne peut pas se contenter d'affirmer les valeurs, parce que les valeurs de solidarité et d'éthique, vous les avez sur la charte de la Société Générale aussi. Donc, où est la différence ? Donc, le problème, ce n'est pas que l'on affiche quelques mots qui sont toujours les mêmes, qu'on soit dans une entreprise privée ou dans une association, c'est de reconstituer l'épaisseur historique de ce qu'est une association. Et à partir de quelques centaines d'études de cas, nous, on s'est rendu compte qu'en fait, on pouvait essayer, au moins à titre d'hypothèse de travail, de regrouper les associations en fonction des logiques qui ont imprimé leur histoire. Parce que les logiques domestiques, les logiques d'aide sociale, les logiques d'entraide, les logiques de mouvement social, les logiques de multiparties prenantes génèrent
pas simplement des valeurs, mais des rapports entre les acteurs qui sont différents. Et donc, si on retrouve, si vous voulez, ce pourquoi les relations entre acteurs se sont configurées d'une certaine façon et à quelle logique ça correspondait, à ce moment-là, ça fait qu'on peut envisager les regroupements non pas en étant focalisés sur la photographie de l'organisation, mais en réintroduisant aussi l'épaisseur des relations entre acteurs au sein de l'histoire associative, qui est aussi un des éléments constitutifs à prendre en compte dans le moment qui est le moment d'un regroupement éventuel. De la même façon, je crois qu'il faut bien voir comment il est possible de faire que les associations soient aussi, dans ce monde concurrentiel de brut, pour des gens normaux, pour des gens comme vous et moi, des endroits où on peut un peu souffler. Et ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire qu'il faut, d'une certaine manière, qu'un usager puisse se rendre compte que la prestation qu'il reçoit dans son association est différenciable de celle qu'il recevra dans une entreprise privée à but lucratif. Et ça suppose qu'il y ait des facilités d'expression de ces usagers au plus près de leur quotidien et pas forcément simplement avec des mécanismes de représentation où on va isoler un ou deux usagers, mais de savoir comment, dans les prestations quotidiennes, il y a des moments où les gens peuvent aussi dire un peu ce qu'ils pensent de ce qu'ils reçoivent et qu'ils ne soient pas simplement des bénéficiaires, mais qu'ils soient aussi des personnes auxquelles on demande leur avis pour reprendre les revendications qui ont été émises il y a déjà quelques décennies. Et là, on voit bien que parfois, ça renvoie à des choses très simples, hein. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'exemples dans le livre. Quand des changements microscopiques sont faits dans ce sens-là, eh bien, on voit que ça produit des effets parce que, effectivement, ça change les relations, ça change la manière dont les gens perçoivent l'organisation qui leur produit les services, mais qui doit aussi pouvoir leur produire des possibilités d'expression en même temps que des services. Ça veut dire également que, autre point de vigilance, les ressources humaines en association, ce ne sont pas simplement les salariés. Vous l'avez rappelé tout à l'heure en introduction, mais on l'a un petit peu ensuite euphémisé au cours du dialogue. C'est aussi, vous avez dit tout à l'heure, je crois, 120 000 bénévoles en tant qu'administrateurs, mais aussi tous les autres bénévoles. Comment est-ce que ces personnes peuvent aussi influer sur le fonctionnement quotidien ? Il me semble que tous ces éléments-là sont des éléments qui nous signalent que l'on peut aller dans une autre direction que celle qui serait d'assimiler les associations à uniquement des prestataires de services dans le système de la concurrence généralisée et arrive à asseoir dans le fonctionnement ce qui peut être véritablement propre aux associations. Il me semble que, et là c'est ce que l'on peut apprendre aussi de comparaison avec l'international, qu'il y a aussi des manières dans lesquelles les associations, et c'est plus difficile en France, je crois, que dans d'autres contextes nationaux, peuvent être associées à la co-construction des politiques publiques. Et les associations peuvent aussi être collectivement, et non pas à travers des individus simplement, des experts de l'usage d'un certain nombre de services. Et là aussi, je crois que c'est quelque chose qui doit être pris en compte et doit permettre d'aller, me semble-t-il, vers une nouvelle articulation entre pouvoir public et association, qui est extrêmement difficile pour les raisons que vous connaissez mieux que moi en France, mais qui est, je pense, la seule manière de garder une humanisation dans les associations, une humanité tout simplement dans les associations, c'est d'aller dans le sens finalement d'une action publique renouvelée. Et ça, il y a des exemples qui existent aussi dans d'autres pays qui nous montrent, comme les travaux récents en sciences politiques, qu'on n'arrivera pas dans une société complexe à piloter les regroupements à partir de centres d'expertise éclairée et d'une rationalité uniformisatrice qui s'impose à tous. Parce que de plus en plus, cette rationalisation uniformisatrice, elle produit des régressions également. Et donc,
Je crois que c'est pour ça que la diversité institutionnelle est tout à fait nécessaire et que les associations doivent reprendre appui sur leurs originalités, ce que certains appelaient leur spécificité méritoire dans le temps, parce que justement c'est comme ça qu'elles peuvent contribuer à une société qui soit une société plus humaine demain qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et ça veut dire que l'action publique véritablement adaptée à une société complexe, je citerai des travaux récents de sciences politiques, c'est une action publique qui repose sur la coopération conflictuelle entre les pouvoirs publics et l'action menée par des associations. Et c'est dans ce sens-là, je crois, que l'on peut aller dans une version des regroupements qui ne soit pas une version violente, mais qui soit l'accueil justement de fonctionnements diversifiés. Pourquoi je parle de ça? Parce que je pense qu'aujourd'hui, l'uniformisation auquel nous avons été confrontés avec le néolibéralisme est en train de produire tout un ensemble de violences dans le monde. Mais ça, nous le savions déjà. Si nous lisons Polanyi, il nous raconte comment l'excès de marché dans les années 1930, l'excès de concurrence s'appliquant sans véritablement d'analyse à tous les champs, ça a produit le fascisme. Nous sommes dans une période qui est comparable au sens où l'excès d'uniformisation et de concurrence généralisée produit de la régression et produit de l'autoritarisme et de la violence. Donc je crois que par-delà les spécificités qui sont propres au secteur, l'enjeu, il nous est commun en tant que citoyennes et citoyens aujourd'hui dans ce monde, c'est de faire que les associations puissent être un lieu d'ancrage de la diversité maintenue, de la diversité renforcée, de la diversité préservée, et qu'à partir de cette diversité, on puisse reconstruire un monde qui soit un monde plus ouvert à tous et qui ne soit pas un monde d'exclusion et un monde de violence. C'est pour ça qu'il me semble que les préoccupations qui ont été émises ce matin au niveau sectoriel ont à voir avec des préoccupations plus larges de l'ordre de la société que nous voulons construire pour nos enfants. Merci. Merci beaucoup, Jean-Louis Laville. Merci. Merci, et je voudrais indiquer qu'on a installé une petite table juste à l'extérieur de la salle où Jean-Louis Laville viendra. C'est quasiment une démonstration parce qu'en fait, on n'a pas eu l'occasion, la possibilité de ramener des gros stocks de ce dernier livre, mais au moins de montrer le travail de Jean-Louis Laville et vous pourrez indiquer si vous souhaitez commander ce livre. Donc ça sera juste une petite table en face de la sortie. Merci beaucoup, merci à vous. Je voulais, avant qu'on se sépare de cette salle pour aller partager à boire et à manger, vous indiquer que vous allez recevoir dans les prochains jours par mail un petit questionnaire qui nous permettra, comme la fois dernière, d'évaluer, de savoir ce que vous avez pensé de cette demi-journée pour nous permettre de faire que la 3e rencontre de l'Observatoire